Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le poulet à la crème vous a marqué à vie, et pas seulement parce que le public vous a pris sous son aile, et par votre investissement dans un vin qui a, dit-on, de la cuisse. Aujourd'hui, nous allons boire vos paroles en évoquant votre nouveau spectacle qui est un grand cru. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Jacques, heureux de vous retrouver. Moi aussi, parce que vraiment, depuis que vous êtes à Lyon, on vous voit rarement. Ouais, je viens sur une radio concurrente et néanmoins amie, c'est ce qu'on dit. Complémentaire, voilà. Mais qui a les mêmes couleurs apparemment. Oui, exactement. Mais nous, on parle vrai. Ouais, exactement. Et il se trouve que vous revenez en scène enfin, on va en parler tout à l'heure avec Laurent Gérard se met à table, mais le principe des clés d'une vie, vous étiez venu tout au début de l'émission, oui, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Oui. Et j'ai trouvé une date importante, c'est le 3 septembre 2023, parce que je crois que c'est un jour important, vous recevez ce jour-là le Mérite agricole. Oui, et c'est que je n'ai pas aujourd'hui, normalement il est sur mon costume, mais c'est vrai. C'est plus important pour vous que toutes les Légions d'honneur. Bah ouais, parce qu'il les donne à des footballeurs, donc j'ai rien à foutre là-dedans. Mais... Vous préférez les ballons de rouge. Exactement. Non, c'était important parce que c'est la plus dure à recevoir. Moi, je mets un point d'honneur à toujours célébrer la gastronomie, à célébrer. On a racheté des restaurants à Lyon, notamment. Je suis attaché à la terre. Je le vois aussi. Par mon métier, à travers mon métier, puisque je suis sur les routes de France tout le temps, qu'on va chez les restaurateurs et qu'on célèbre aussi les bons produits. Donc oui, c'est vrai. Je dis les arts et lettres, ils le donnent un petit peu à n'importe qui, la Légion d'honneur aussi, alors que le Mérite agricole, c'est pas évident. Oui, c'est ce que d'ailleurs disait Michel Serrault, qui a mis des années à avoir le Mérite agricole. Oui, absolument. Et c'était la grande joie de sa vie, comme celle de Jacques Dufilot. Oui, et alors on a failli, et malheureusement il nous a quittés, parce que on voulait le recevoir ensemble avec Charles Aznavour. Lui pour l'huile d'olive, moi pour le vin et pour les restos. Et puis il est parti trop tôt. Et je lui ai dédié l'ordre du Mérite agricole quand je l'ai reçu. Il le méritait parce que c'était une grosse légume, c'est pour ça. Exactement. Alors, il avait des fans. Exactement. Et le Mérite agricole, je me suis un peu renseigné, c'est un certain Jules Méline, qui était à l'époque président du Conseil, qui l'a lancé en 1883. Il avait travaillé avec Clémenceau jeune, et ils avaient fait un journal qui s'appelait Le Travail. Oui. C'est assez particulier. On est des travailleurs, nous, Jacques. Hein. Je crois, oui. Mais on aime notre métier, avant tout. Je crois que c'est ce qui vous motive aussi. C'est ce que disait Mick Michel, TTC, travail, talent, chance. C'est joli. Alors, il se trouve que le vin, ça fait partie de vos passions depuis vos jeunes années. Je crois que vous aviez un oncle qui possédait un lopin de vigne dans le Jura. Ouais, mais ils avaient tous. Vous savez, à l'époque, ils avaient tous un petit peu. Ils faisaient leur pinard, ils faisaient leur gnôle, ils faisaient leur jardin, et puis ils vivaient quasiment en autarcie. Il faut savoir qu'à une époque, les gens naissaient et mouraient dans un périmètre de 6 km. Hein. Et donc, il fallait bien subvenir à ses besoins, notamment vinicoles. Et c'est vrai que moi, j'avais un oncle qui me faisait goûter un petit peu. Il était fort, le pinard. Hein. C'était pas. Mais pour un enfant, ça piquait. Ça piquait. Mais en revanche, je crois que c'est le Pouilly-Fuissé que vous avez découvert chez vous. Et là, ça a été important. Oui, c'est vrai. Mais le vin, c'est le partage, hein. C'est comme le spectacle. On aime faire plaisir. Une bonne bouteille. Je suis pas trop. Alors, je vais peut-être me mettre à dos les gens de la Champagne, mais je trouve que en tout cas, le coup de vin blanc, le coup de vin rouge, c'est vraiment quelque chose de très paysan. C'est ce qu'on retrouvait sur les tables. Et déjà étudiant, bon, c'était des petits vins, mais vous buviez déjà un peu de vin avec les moyens que vous aviez à l'époque. Oui. Bon, on a eu la chance à Lyon d'avoir des bouchons. Oui. À Paris aussi, mais pour d'autres raisons. Historique, oui. Hidalguesque. Non, parce qu'à l'époque, on bouchonnait les chevaux, c'est-à-dire qu'on nettoyait les chevaux avec de la paille. Et on appelait ça des bouchons lyonnais. On fait d'ailleurs, comme de tradition, et notamment avec mon ami Thierry Frémaux, on fait toujours le mâchon, parce que les canuts, qui étaient les ouvriers de la soie, travaillaient très tôt. Et leur plaisir, c'était quand même 8 heures du matin d'aller faire un vrai repas. Et vous avez fini par acheter des vignes, mais en vous en occupant. C'est pas simplement un investissement, Laurent Gérard. Ah non, j'adore ça. C'est magnifique, hein, la vigne. Hein. C'est la vigne, la restauration. Il y a plein de points communs avec le spectacle, dont je me sers dans le prochain spectacle. Justement, on va en parler. Alors, il y a aussi un autre titre qui a été important pour vous. Je crois qu'on vous l'a décerné en 2013. C'est Bressan d'honneur pour vos 25 ans de carrière. Ouais, ah ouais, j'en viens. Oui. Donc c'est important aussi de savoir d'où on vient, d'avoir ses racines.
d'avoir été élevé au grain comme les poulets de Bresse et de ne jamais renier ça. C'est pas. Je suis revenu, j'ai joué à Bourg-en-Bresse là généralement. Ils vous regardent avant. Hein. Il va fait nourrir hein, quand même. T'es du coin, fait nourrir. Mais j'ai toujours un grand plaisir à retourner là-bas, oui. Oui, et en fait, c'est je crois que Claude Lelouch et Thierry Frémaux qui vous ont remis ce diplôme. Et ce trophée plutôt, et juste avant, vous avez introduit la soirée en chantant ceci. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Cette chanson, vous avez adapté les paroles à Bourg-en-Bresse, mais ça fait partie aussi des chansons que vous évoquez sur scène. Oui. Là, je fais hier encore sur scène, mais je mets un point d'honneur toujours. Et vous le savez, mon cher Jacques, mais à toujours célébrer la chanson française. Là, comme le spectacle se passe dans un cadre de restaurant, j'essaye d'avoir des références avec les étoiles, les étoilés. Exactement. Il faut savoir que Emmenez-moi, c'est né en 67 pendant une tournée. Comme moi. Exactement. et Aznavour était sur un ferry pour aller de Hong Kong à Macao et il voit les gens heureux mais miséreux. Et il a dit mais c'est formidable d'avoir l'espoir dans ces moments-là et il a écrit Emmenez-moi au bout de la terre. Ah je savais pas. En plus 67. Alors, c'est drôle. Le poulet de Bresse, c'est vraiment un souvenir d'enfance que je crois que votre grand-mère vous préparait, un poulet à la crème dont vous conservez le parfum. Absolument. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux mon petit ? Je dis, mamie, je veux un poulet à la crème. On allait ramasser les morilles aussi, donc au printemps, parce que c'est un champignon de printemps. Et puis il y avait toujours la petite touche de vin jaune, c'est important parce que le Jura est à côté. Et j'ai le souvenir effectivement de la crème. Et le début de mon spectacle, il y a Paul Bocuse qui dit, on met en moyenne 200 grammes de crème, on dit litres, mais 200 grammes de crème par client. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit... À Lyon, on a l'habitude que ce soit goûteux, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que votre grand-mère a été très importante dans votre amour de la cuisine. Et dans le partage, dans le partage. Et puis dans le fait, on revient toujours à la même chose, c'est de faire plaisir, c'est-à-dire de pouvoir partager sur une table ou sur la scène. Je fais toujours la comparaison avec la chaîne, la scène et la scène. Il y a quelque chose un grand chef, par exemple, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Hein. Bernard Loiseau n'aimait pas être en salle. Georges Blanc aime bien faire son petit tour de salle. Mais on essaye de voir si on a été à la hauteur de ça. Et c'est toujours remettre l'ouvrage. Enfin, c'est toujours de se remettre en question. Exactement. Mais c'est vrai que le poulet, en plus, on pense aussi aux flics, au poulet, à la police. Oui. Vous savez pourquoi ça s'appelle les poulets ? Oui, c'était le marché. C'était un marché aux volailles à l'île de la Cité avant le 36 qu'ils ont fait. Exactement, le 36, c'était un marché aux volailles. Ouais. D'où le nom. Alors, votre grand-mère, je crois aussi, a été la première à remarquer, Laurent Gérard, que vous aviez un vrai talent personnel et très différent des autres. Mon grand-père, surtout, c'était son mari qui était mon idole, parce que il était président de la fanfare, donc j'ai toujours vécu au milieu des instruments, et ça, j'ai toujours aimé ça. Et surtout, mon grand-père était un résistant, donc il a été fait prisonnier, il s'est évadé, et quand il est arrivé, il est rentré dans les maquis de l'Inde. D'où le devoir de transmission et de mémoire qui m'a toujours accompagné pendant toute ma vie. Et puis l'insolence, vous avez appris l'insolence grâce à vos grands-parents. Ouais, c'était les autres générations, ils étaient respectueux. Mon père était très, il pouvait être très cynique, il pouvait dire des vacheries, mais il le disait toujours avec le sourire. Ouais, mais il faut toujours le dire avec le sourire. Oui, exactement. Il faut dire les pires horreurs avec le sourire. Oui, exactement. Et je crois qu'à l'école, vous n'étiez pas un excellent élève. Vos professeurs vous encourageaient dans ce sens. Oui, j'ai eu la chance d'avoir c'était surtout les professeurs de lettres. Hein. Oui. En maths, j'étais nul, donc de toute façon... après, j'ai dit, il y a des comptables, donc on se débrouillera, mais c'est vrai que les professeurs de lettres, les professeurs de philo, ils avaient repéré un petit truc. Et en même temps, l'école, ça vous intéressait pas vraiment ? C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que il y avait trop de choses qui ne m'intéressaient pas, notamment les mathématiques, la physique, voilà, et que moi j'aimais les lettres, j'aimais les beaux textes, j'aimais les belles choses, et puis j'étais pas de ma génération non plus, c'est-à-dire que mes copains me comprenaient pas pourquoi j'écoutais Brassens alors qu'eux ils écoutaient de la musique anglo-saxonne. Oui, mais vous les faisiez rire quand même en classe. Je les faisais rire. Ouais, je faisais des spectacles de fin d'année. Ouais. C'était quoi comme spectacle ? Je me moquais à la fois des profs, il y avait Georges Marchais à l'époque, il y avait, je pense que c'est les hommes politiques. Alors je fais une parenthèse, mais je dis toujours qu'il y a une crise de voix.
Parce que je trouve qu'on n'a plus de voix qui sont tonitruantes, on n'a plus de... Enfin, regardez le nouveau gouvernement, on les connaît même pas. On connaît même pas leur nom. On connaît même pas leur nom, donc... et c'est vrai qu'avant, il y avait des références qu'on pouvait imiter, et immédiatement, ça faisait écho auprès du public. Oui, une imitation, pour vous, c'est venu tout de suite ou jamais? Oui. C'est le cas de tous les imitateurs, un jour ou l'autre, on sent Ouais, je sais pas, mais je suis pas très besogneux, hein. J'ai toujours dit que j'étais pas très... faut que ça reste du plaisir. Et le plaisir aussi, c'est de vous promener dans la nature. Et je sais que quand vous êtes loin de Bourg-en-Bresse, les champs de maïs, le parfum des champs de maïs vous manque, Laurent Gérard. Ouais, bah, ça c'est incroyable. C'est quand je suis revenu. J'ai fait pratiquement 1 an de Don Camilo à Paris. Et puis quand je revenais, j'ai dit, ah mais oui, mais c'est vrai que l'odeur du maïs, je l'avais oublié. Parce que quand on est dans une métropole, en tout cas, il y a moins d'odeur. On ne voit pas défiler les saisons. Et c'est ce qui m'avait manqué quand on vient de la terre. C'est ce qui m'a manqué, quoi. C'est de ne pas voir défiler les saisons. Voilà. Et puis, les saisons, vous le voyez aussi défiler entre Lyon et Paris. Et Lyon, ça a débuté justement avec avant Paris. Mais il y a une date à Paris qui est importante, qui est le 17 décembre 1991. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Laurent Gérard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, l'invité des clés d'une vie aujourd'hui, c'est Laurent Gérard, avec ce retour à la scène avec Laurent Gérard se met à table. Pour l'instant, vous mettez à table au micro. Oui. Et on va évoquer votre parcours. Et votre parcours, il y a le 17 décembre 1991, qui était une date clé. Écoutez. Tu m'as dit, alors dans ce programme, je veux t'amener des copains. Moi, je vais te présenter un copain. C'est quelqu'un. Voilà, vas-y. C'est mon poulain. Ton poulain. Alors, il doit avoir peur, moi aussi, parce que c'est la première fois. Je vois qu'il a peur. Mais il s'appelle Laurent Gérard. Laurent Gérard. Laurent Alors, Gérard. on le fait venir Laurent. Alors, Laurent Gérard. Attends. Alors, Laurent. Attendez. Vous vous souvenez de cette émission de télévision avec Mick Michel? C'était Mick Michel, bien sûr. C'était la chanson, Pascal Sevran, que je voyais après régulièrement, qui était vraiment un fou de chansons, comme nous deux, d'ailleurs, hein, Jacques. Mais et c'est vrai que c'est important parce que c'est la première émission et Mick Michel m'avait dit à l'époque, oh tu sais, je sais pas si j'ai pas plus beaucoup d'influence, mais viens avec moi dans cette émission. Alors qu'elle a eu sa propre émission. Hein. Elle a eu sa propre émission. Elle était productrice de télévision. Elle a fait le Casino de Paris, donc je suis très ému de pouvoir faire le Casino de Paris là prochainement parce que je vais aller sur les traces de ma marraine. Elle l'a fait pendant 3 ans. Oui, à 40 ans. Oui. Et à 40 ans, elle se pendait au plafard et tout. Hein. Parce que Lynn Renaud Cela dit, à Lyon, les saucissons sont pendus au plafond aussi. Mais bon, c'est vrai. Et on sent pas une bonne tranche. Mais il se trouve elle faisait le Casino de Paris parce que Lynn Renaud était partie 3 ans à Las Vegas. Et elle a été choisie pour la remplacer. Oui. Et donc, comment elle vous a retrouvé et repéré Mick, c'était pour un gala que j'avais fait, un gala privé, je crois, à l'époque, à Lyon. Et puis elle m'a dit, t'as pas de marraine? Ben, j'aimerais bien être ta marraine. La région nous rassemblait aussi. Hein. La région, les valeurs. Mick était toujours de bonne humeur. Elle avait toujours un réseau de gens qu'elle aimait beaucoup. Et ça m'a touché. À l'époque, il y avait les Sœurs Étienne. Mais c'est vrai. Oui. Et dont une sœur Étienne avait épousé l'un des directeurs du Tour de France. Absolument. Et je la voyais régulièrement. Elle m'a toujours mis en avant. Elle m'a dit, je sais pas ce que je peux faire, mais en tout cas, et je disais toujours, c'est ma marraine, Mick Michel. Voilà. Et elle vous a invité dans cette émission, où d'ailleurs Pascal Sevran vous a appelé Philippe Gérard. Philippe Gérard, oui. Comme le compositeur. Oui, et d'ailleurs, compositeur qui a composé, entre autres, La Marie-Vison pour Yves Montand, que vous avez imité dans cette émission. Ah, oui. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Voilà, mais vous chantez. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie-Vison. Exactement. Ah, c'est vrai, c'est lui qui avait écrit ça. C'est lui. J'adore cette chanson, la Marie-Vison. Alors, il y a une chose particulière dans cette chanson, vous imitez Pierre Bachelet en avançant les cheveux. Oui. C'est la seule fois, pratiquement, où vous avez imité Bachelet? Oui, je le faisais au Don Camilo à l'époque, quand j'y étais. Le Don Camilo qui n'existe plus. Et grâce. Il faut aussi savoir l'importance qu'avaient les salles de spectacle à Paris, dont beaucoup disparaissent. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier, non pas sur les réseaux et par Internet, mais en faisant mon métier au Don Camilo. En y allant le soir, où j'étais malheureux comme les pierres parce que j'étais loin de Bourg-en-Bresse, comme vous disiez. Mais j'ai aimé aussi apprendre. J'aurais dû faire l'armée pendant 1 an et j'ai fait le Don Camilo. Oui. Et on était payé avec des enveloppes, avec un peu d'argent dedans, mais ça permettait de vivre.
Et moi, j'étais en levée de rideau, hein, donc c'était, il n'y avait pas de bonne place. Hein. Levée de rideau, les gens écoutaient pas, et à la fin, ils étaient bourrés. Et le Don Camillo a été fermé parce que la propriétaire des murs a estimé que ça faisait trop de bruit, donc elle a pas poursuivi le bail au fils de Jean Vergne, le créateur. Ouais, Jean Vergne, que je voyais aussi régulièrement, que j'avais invité, parce que quand j'ai fêté mes 50 ans, j'ai dit je vais refaire toutes les salles que j'ai faites à Paris, et j'avais refait le Don Camillo. Ce qui était un défi, parce que j'ai quand même 5 musiciens, donc il a fallu réduire la voilure. J'avais du décor, et je l'ai fait par plaisir aussi, pour dire, bah tiens, voilà, c'est aussi, il faut avoir de la mémoire, c'est où j'ai commencé. Voilà. Et vous avez vraiment commencé, Laurent Gérard, à l'Accessoire, qui est un petit café-théâtre à Lyon. Je crois que c'était un concours au mois d'avril. Avril aux amateurs. Voilà. Vous aviez postulé, c'était vos tout débuts. Oui, tout, mais alors vraiment mes débuts. Ouais. Mais j'étais encore étudiant, je faisais des études de cinéma à Lyon, et puis voilà, je venais le soir faire le pitre, et puis après j'ai été exempté de faire l'armée, et je suis monté à Paris. Comme on dit, je suis monté à Paris. C'était vraiment le terme, monter à Paris. Alors je crois que votre première scène, c'est à 5 ans, en chantant Michel Sardou. Absolument. C'était les bals populaires. Les bals populaires. Et une chanson d'ailleurs qu'il ne voulait pas enregistrer, ça le faisait déjà chier. Ouais, il l'aimait pas. Donc un jour, je lui ai dit quand même, on va la chanter ensemble, rien que pour le fantasme de pouvoir chanter cette chanson avec toi. C'était comment à 5 ans on peut chanter sur scène? C'est votre grand-père? Je chantais tout le temps. J'étais toujours en train de chanter. J'achetais des disques, j'aimais la musique. Mon grand-père était président de la fanfare, entouré d'instruments, et puis je chantais, je chantais tout le temps. Je chantais beaucoup. Même encore maintenant, hein, je me réveille avec des chansons dans la tête. Et c'est terrible, elles ne partent pas dans ce cas-là. Non. Alors il se trouve qu'il y a aussi quelqu'un qui vous a influencé, c'est Henri Salvador à travers ses émissions de télévision. Oui. Il y avait les Salvador. Oui. Il y avait une émission le dimanche. Dimanche Salvador. Ouais, c'est ça. Et ça vous fascinait? Bah ouais, parce qu'il était bien habillé, il était en blanc avec son chapeau blanc, et puis à la fois il chantait, il faisait des sketchs et il chantait. Je me suis dit, c'est le métier que j'ai envie de faire. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde était en blanc, et un jour il y a un jeune chanteur qui arrive. Exact. Et Jodassin s'est habillé en blanc pour cette soirée-là de Salvador, par hasard, parce qu'on lui a demandé, et il n'a plus jamais quitté son costume blanc ensuite. C'est vrai. Alors il se trouve que vous avez commencé très jeune. La crainte de vos parents, c'était la mue, parce que votre voix pourrait changer, vous ne pourriez plus imiter. Ouais, c'est vrai. Alors mes parents m'ont pas vraiment suivi du début, parce que j'étais pas introverti, mais en tout cas j'étais très timide par rapport à ça. Mais moi j'avais peur, j'avais peur que ma voix change et de faire que la carrière de Patrick Bruel, quoi. Et finalement, ça n'a pas changé grâce à vos cordes vocales, je crois. Asymétrique, ouais. Non, mais je pense que c'est un muscle et qu'on le travaille, et que c'est une perception aussi. L'imitation, c'est une forme de perception. Mais vous l'avez deviné comment, ce don pour la... C'est venu très jeune, déjà à 5 ans? J'ai toujours eu l'impression de faire ça, ouais. C'est curieux. Non, je récitais les Aristochats. Ma fille est comme ça, je pense que ma fille a l'oreille aussi. Elle a 4 ans, mais je chante avec elle, et je pense que la musique, et j'en parlais avec un chef d'orchestre, là, je pense que quand on est bercé dans la musique, on a quelque chose... pas en plus, hein, mais on a quelque chose qui fait qu'on a envie toujours qu'il y ait de la musique. Alors, il y a vos débuts aussi à la scène, il y a eu une fête du poulet où un certain François Belay vous a fait venir. Qu'est-ce que c'était que ça, Laurent Gérard? Ouais, c'est la gloire. Je fais la fête du poulet à Béni, ouais. C'était quoi? Dans le département de l'Ain. François était très important parce que à l'époque, il travaillait dans une banque avec mon père, mais il faisait aussi de l'animation. Et mon père me dit, tu devrais aller le voir quand même, parce que c'est un bon animateur. Que je revois toujours, puisque je l'ai vu encore il y a 15 jours, quand il est venu voir mon spectacle à Bourg. Je dis Bourg-en-Bresse. On dit que c'est le franco-provençal, hein, donc on dit Bourg-Saint-Maurice, mais on dit Bourg-la-Reine parce que c'est la reine. Voilà, exactement. C'est ça. Et choisit le roi. Et on dit, et c'est vrai que François m'a fait débuter. Et j'avais fait un gala pour la fête du poulet. Ouais. C'est bien pour un Bressan de faire la fête du poulet. Oui. Mais c'était déjà des imitations? Oui, bien sûr. Il y a aussi, grâce à lui, je crois que vous avez connu Gérard Sibel, qui est un producteur, qui a été aussi important dans votre carrière à vos débuts. Gérard m'a fait débuter, c'est-à-dire à Lyon. Il a fait débuter Florence Foresti aussi. Et Gérard a toujours été quelqu'un de bon. Il y a
pas une fois où je fais pas, j'allais dire réciter, mais je ne consulte pas Gérard, je récite pas mon spectacle sans le consulter. Et Marc Lavoine aussi vous a repéré. Oui, alors à l'époque, c'était une émission qui s'appelait Casino des As, à Lyon. Et il m'avait dit, mais il faut que tu montes à Paris. Alors, ma vie n'a été faite que de rencontres et de belles rencontres, hein, Voilà. donc j'ai une chance inouïe. Et puis il y a aussi quelqu'un qui vous a repéré grâce à ce feuilleton. Amicalement vôtre. Oui, oh, Sa Majesté. Voilà. Vous savez que finalement, Roger Moore qui joue dedans, il donne la réplique à Diane Cilento, qui était la femme de Sean Connery. Oh, ah ouais, Oui. Donc il a connu la femme de James Bond avant de jouer James Bond. incroyable. Alors c'est vrai que Amicalement vôtre est important parce que je crois que c'est comme ça que Virginia Lemoine vous a repéré. Ouais, j'avais envoyé une cassette audio à l'époque, ce qu'on faisait. Et, c'était Éric Lacueil qui était la voix de La Roue de la Fortune à l'époque et qui avait une émission sur une radio concurrente et néanmoins amie, Europe 1, et Oui. qui s'appelait Adressez-vous à l'accueil. Et dans le top 50 était rentrée la musique d'Amicalement Vôtre. Et on avait dit, tiens, il y a un imitateur qui fait les deux voix, c'est-à-dire c'était Claude Bertrand et bien sûr, Claude Bertrand qui fait Roger Moore. Et voilà Sa Majesté. Mais vous le connaissez par cœur. Oui. Bon, on va retrouver. Donc Tony Curtis et Roger Moore, et je faisais effectivement dans le spectacle, je les faisais les deux. voilà. Et donc vous avez été repéré. Et je crois que votre première imitation à la télé chez Jacques Martin, ça a été Gainsbourg. Oui. J'ai revu la séquence, c'était je suis venu te dire que je m'en vais. Il y avait, c'était à l'époque où les prisons étaient, ils arrivaient avec les hélicoptères pour faire évader les prisonniers, et j'avais fait, je suis venu, et Jacques Martin m'avait dit, revenez la semaine prochaine, vous êtes ici chez vous. Voilà. Et vous avez été chez vous pendant des années. Et avec cet hélicoptère, vous avez pris votre envol. Et on va évoquer une autre date de votre carrière qui est importante. C'est le 2 novembre 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gérard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Gérard. Nous parlerons tout à l'heure de votre retour à la scène. Laurent Gérard se met à table. On a évoqué vos débuts, mais il y a aussi un jour important, c'est le 2 novembre 2013. Ce jour-là, à la télévision, passe ce film. Je voudrais vous poser une question, docteur. Qu'est-ce qui se passe si un homme avale régulièrement une petite dose d'arsenic? L'escalier de fer. Et pour moi, c'est un tournant dans votre carrière de comédien, car c'est un rôle dramatique. Et on a découvert que Laurent Gérard, il savait aussi faire ça. Ouais, on me propose que des rôles de tordus d'ailleurs depuis. Et c'est vrai que c'était Ah oui, c'est important, surtout que moi, j'ai fait des études de cinéma, donc j'adore ça. Mais c'était compliqué parce que je devais faire de la radio en même temps. Simon, j'adore. Comme j'aime Frédéric Dard, comme j'aime en tout cas les grands auteurs, les écrivains. Et c'est vrai que me proposer le rôle de ce type qui se fait empoisonner à petite dose par sa femme, c'était important. Après, j'en ai fait d'autres, hein, mais c'est notamment là récemment avec Eddie Mitchell. On va en parler. Mais j'ai aimé parce qu'ils m'ont fait confiance là-dessus, l'escalier de fer. Ouais, et puis, Oui, et je crois que c'était né d'ailleurs l'idée pendant un mot passant que vous aviez tourné. avec Jacques Santamaria. Oui, Ouais. c'est lui qui vous a proposé de ce rôle. Vous attendiez pas à faire ce genre de choses au départ, Laurent Gérard? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai une non-filmographie qui est assez intéressante, Oui. mais, parce que j'ai côtoyé beaucoup de metteurs en scène, de Lautner à Maurice Pialat, qui m'ont proposé, mais ça n'a jamais accordé. Et là, sur ce projet-là, qui était une belle histoire, effectivement, il y avait Jacques Santamaria, mais il y avait aussi Denis Malval qui l'avait réalisé, et puis et la production, et je me rendais pas compte, je savais pas qu'il fallait autant attendre sur un plateau de tournage, et puis finalement, je m'y suis fait, et j'ai aimé l'expérience. J'aime bien aimer jouer des personnages à contre-courant. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu joues ça? Là, je fais un père qui est accusé d'avoir tué et tripoté sa fille. J'ai fait un curé pédophile, pléonasme. J'ai fait non, on me propose vraiment des rôles de tordus. Et ça vous intéresse? Ah oui, j'aime bien, ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on attend beaucoup. C'était Claude Darget qui, à la télévision, avait dit un jour, le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour 1 minute de génie. Oui.
Il faut avoir, un bon siège, disait Gabin, je crois. Alors, le cinéma, un jour, vous en aviez parlé dans Studio Gabriel. J'ai retrouvé l'archive avec Virginie Lemoine qui tournait un film. Elle vous avait dit, il faudrait que tu fasses du cinéma. Et vous avez dit, oh, je suis pas sûr. Ah, c'est possible. Bah, j'avais pas le temps. Le problème, c'est que les projets de cinéma se font bien à l'avance, comme les tournées. Donc moi, je suis un peu tributaire des tournées que je fais. Comme ma vie, c'est d'être sur scène depuis 35 ans et que ça fait 35 ans que je fais des tournées, il faut trouver un créneau au milieu, plus la radio, plus une vie de famille. Donc non, mais ça va. Je me plains pas de ça parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec plaisir. Voilà. Il se trouve aussi qu'il y a un rôle étonnant, c'est celui du journaliste Jacques de Rogy, dans un film qui était inspiré de la traque de ce journaliste contre Paul Touvier. Oui. Et là aussi, c'est un rôle très différent de ce qu'on connaît de vous. Ça me parlait parce que je venais de sortir le livre inspiré des carnets de mon grand-père et j'étais en pleine quête de tout ça, et notamment puisqu'on disait sur la transmission et sur le devoir de mémoire. Donc c'était très important et j'avais beaucoup aimé le faire avec... Et Jacques de Rogy, c'était un journaliste d'investigation qui avait tellement de documents qu'il ne savait plus où il en était. Et ça a été le pionnier de l'investigation en prenant son temps. Il l'a retrouvé, oui. Oui, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé, Touvier, qui avait été protégé aussi par les instances religieuses, et notamment en Savoie. Donc ça me parlait beaucoup, l'histoire me parlait beaucoup. Et puis, en même temps, de Rogy, c'est quand même le premier qui a aussi découvert la réalité sur l'affaire Ben Barka. C'était sa première enquête. Ben oui, Militaire Express, je crois. Exactement. Ça. Et il disait, le journalisme, c'est pas sortir une info, c'est qu'on la vérifie avant. Et paradoxe, j'ai rencontré sa fille, que j'ai pas revue. Il m'a dit, vous allez jouer le rôle de mon père. Un soir, on était à un spectacle. Il dit, mais c'est vous qui allez jouer le rôle de mon père. Ben, je suis très touché. Et c'est vrai que c'était un très beau rôle. Et puis il y a eu, alors là vous avez fait très fort parce que vous avez réussi à tourner Noir comme neige et Mort au sommet au pied de chez vous. Oui. Ça c'est très fort. Je rentrais dans mon chalet. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes à la montagne, vous avez accepté presque ce rôle parce que c'était à la montagne. Non, mais c'est-à-dire qu'ils m'ont dit mais ça va se tourner en bas de chez toi, donc j'ai dit oui, tant mieux. Le scénario, pour tout vous dire, me plaisait pas trop au début parce que je trouvais que le personnage était fadasse. Et je me suis tellement bien entendu avec Éric Valette, avec le metteur en scène, qui m'a dit non, attends, on va en faire un personnage très cynique, très. Donc j'ai dit ça me va. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors pour l'anecdote, c'est que j'avais dit à la production attention, il va faire très froid. C'est chez moi, il va faire très froid. Et premier jour de tournage, le 6 janvier. Il y a à peu près 4-5 ans, moins 27. Faut articuler. Hein. Oui. Et j'ai retrouvé Thierry Frémont, donc, qui était mon partenaire dans le film. Je lui ai dit, tu te souviens? Il me dit, ah oui, on n'arrivait pas à articuler. Thierry Frémont, qui est un acteur extraordinaire, connu des professionnels, mais qui Le repas des fauves, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et là, vous étiez un policier, Andreas Meyer, parce que là aussi, vous pouviez jouer des policiers. Encore un poulet? Oui, exactement. Pour un Bressan. Alors, au bas de chez vous, c'est la montagne, c'est Lens-le-Bourg. C'est presque un coup de foudre pour ce village de 645 habitants. C'est vrai que un jour, vous êtes arrivé là, vous avez eu le coup de foudre. Ouais, mon grand-père était né juste à côté. Et puis, je venais faire du ski quand j'étais petit, ça se méritait. Comme je vous disais, il fait très froid. Vous êtes sur les planches ou sur des skis, quoi? C'est exactement ça. Et quand j'y suis retourné, ça n'a pas changé et je rêve d'être ici. Et c'est mon havre de paix, c'est là où je regarde des westerns en buvant un petit whisky devant un grand écran. C'est là où je retrouve mes copains, où je vais faire du ski, de la randonnée, ramasser des morilles, des cèpes. Là, bientôt, je vais y aller pour ramasser les cèpes. Et voilà, il faut avoir des lieux comme ça où on se ressource. Vous êtes un très bon skieur et je crois que la seule mauvaise chute, ça a été à la sortie d'un restaurant. Ouais, oui, je fais du ski partout dans le monde, mais je suis tombé d'un tabouret de bar et je fais malléole péroné. C'est pas très glorieux. Non, mais au moins je le reconnais. Et ça vous fait rire. Donc Alors, il se trouve aussi que de ce village, les habitants sont appelés les Langrines et les Langrins. Les Languérins, oui. Ouais. Et dans un ouvrage qui s'appelle Nice et Savoie, ils étaient surnommés les Bavards au départ. Ah bon? Oui. Les premiers noms des habitants de Lens-le-Bourg. Ah ouais? En 1864. Pourtant, ils sont taiseux, hein. Et ben voilà. Alors, ce village, c'est presque un club privé où vous avez vraiment ce que vous avez mis en avant et mis en lumière, Laurent Gérard.
avec un auditorium, avec des spectacles, avec un festival? Ils m'ont fait l'honneur ils m'ont dit, tiens, l'ancien maire m'a dit, mais Jean-Pierre Jorsin, il me dit, mais tiens, on voudrait faire un auditorium, est-ce que ça t'embête s'il porte ton nom? Je dis, non, mais ça sent le sapin, mais c'est vrai que j'étais très honoré. Et j'ai mis un point d'honneur, puisque vous êtes passé aussi. J'ai fait attention à ne faire venir que des copains, et ils ont souvent envie de revenir. C'est un festival annuel. Il n'y a pas de thématique. Non, mais surtout c'est un festival préparé, qui est réalisé par les habitants de Lens-le-Bourg et des environs. C'est-à-dire que c'est pas des professionnels, mais ils font ça par passion. Ouais, c'est un peu moi qui met les mains dans le moteur quand même. Bien sûr, mais en même temps, vous n'avez pas des moyens colossaux, c'est vraiment familial. Non, il faut les déplacer, hein, mais ils sont contents une fois qu'ils sont sur place. Et là-bas, vous êtes heureux avec les films, justement, et je crois que la passion du cinéma, vous la partagez justement avec Eddie Mitchell. Oui. Chaque fois qu'on se voit avec Eddie, là j'ai revu Smith le Taciturne, par exemple, qui est une rareté. De Leslie Fenton, oui. Avec Alan Ladd. Ah oui, je dis monsieur, Alan Ladd. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a qu'avec Eddie ou Thierry Frémaux que je peux parler de Smith le Taciturne. Ou Alain Carador qui édite chez Calista, qui est une collection incroyable de westerns. Je dois avoir 150 westerns dans mon chalet, et effectivement, on revoit toujours. Le western est toujours très manichéen, donc on a les valeurs de la vie quand on connaît le western. Oui, je crois que c'était Johnny aussi qui adorait les westerns, qui projetait des westerns dans la salle de cinéma, et on était obligé de rester avec lui. Et pour qu'on dorme chez lui, il mettait un somnifère dans le café pour être sûr qu'on s'en aille pas avant la fin du film. Dean Martin aussi recevait les gens, il allait voir des westerns en cachette. C'est vrai? Oui. Et Dean Martin a fait le dernier Moulin Rouge. Simplement, il devait passer à 20h30, il est passé à 23h30. Donc, il est resté au bar 3 heures. Et ça a été l'énigme du Masque de Verre, parce que il a fait 5 chansons, malheureusement, pas plus, parce que c'était plus possible. Et c'était des gens... Alors, Lynn Renaud disait qu'il buvait du jus de pomme, que c'était une légende. Mais bon. Oui, mais je suis pas certain. Mais il faut se méfier des légendes. Et c'est vrai que Eddie Mitchell, vous avez tourné avec lui, et ça a été une chose importante aussi, Laurent Gérard. Ah bah oui. Oui, avec Eddie, on était content de se retrouver, surtout sur un projet comme celui-ci, qui est pas un sujet facile, mais Hélène Filière nous a rassemblés tous les deux, et c'était un bonheur de pouvoir partager l'écran avec lui, parce que Eddie n'est pas quelqu'un qui dit oui facilement, Oui. Moi non plus, mais quand on a su qu'on allait pouvoir œuvrer ensemble, on était contents. C'était en Normandie, je crois, c'était à Eugon. Oui, à Eugon. Et Eugon, qui est un village de 831 habitants, un peu plus que... Mais vous êtes spécialiste des villages, parce que vous avez le Lens-le-Bourg, vous connaissez le nombre d'habitants. Mais vous aussi, vous aimez plus les villages que les villes. On vient de la province, oui. Il y a aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez envie de tourner, c'est Pierre Arditi, je crois. Oui. Ça, c'est quelqu'un aussi qui te cher à votre cœur. Ouais, je l'aime bien, Pierre. Je crois qu'on s'apprécie, et puis si un projet peut nous réunir, ça va se faire sans doute. Mais voilà, et je me souviens d'un festival de Ramatuelle où on était tous les deux en entendant la voix de Brialy qui venait de nous quitter, et on s'est regardé, on s'est dit, quand même, on a de la chance de faire notre métier, on a aussi de la chance de ces faits de rencontres. Et puis, j'en reviens à Eddie Mitchell. Pendant le confinement, où on était tous bloqués, vous avez réussi une performance. C'est un show de télévision avec Eddie Mitchell en crédit et en stéréo. Ça a été aussi un événement. Comment c'est né, ça? C'était grâce à Valérie Zetoun qui a dit, tiens, pourquoi on vous réunit pas tous les deux? On a fait un mix entre nos chansons, mes bêtises, le plaisir de chanter ensemble. Et je lui ai dit, allez, Eddie, on part en tournée. Il m'a dit, non, one shot. Donc, mais en même temps, il n'y avait pas de public. Tourner un show de ce genre sans public, c'est pas facile. Oui, mais on avait besoin aussi peut-être on avait un peu des fourmis dans les jambes. On avait besoin de se défouler en faisant un spectacle. Ce qui est notre métier. Et puis, voilà. Le confinement a été compliqué. Moi, je l'ai pas mal vécu. Hein. J'étais dans mon chalet. Après, on a eu ce projet-là, donc j'ai pu refaire mon métier. Non, c'est plus compliqué quand on est, j'imagine, en ville. Mais moi, j'étais très bien. Hein. J'allais aux champignons. On faisait attention, il faisait beau. Et puis après, c'est vrai que quand on a recommencé, c'était le couvre-feu. C'était pas le vrai confinement. C'est le couvre-feu à 21h. Donc, on avait une dérogation pour pouvoir faire le spectacle. Mais on a pu faire notre métier, ce qui était plutôt agréable. C'est vrai que avec le recul, ce métier que vous exercez depuis 35 ans, vous pensiez que ça durerait aussi longtemps? Vous seriez aussi heureux? Non, on pense jamais.
Je ne pense jamais, mais là, ça y est, j'ai retrouvé mon jouet, je suis ravi. C'est vrai. Alors on va en parler justement de ce jouet avec la date du 27 novembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gérard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Laurent Gérard, mon invité, le retour. On a évoqué votre parcours, vos débuts, votre métier d'acteur dans des téléfilms très prestigieux et qui ont cartonné à la télévision. Et si je parle du 27 novembre 2024, c'est le jour de votre rentrée au Casino de Paris. Vous n'avez pas à descendre le grand escalier, je crois pas. Avec une plume. Avec une plume. Mais c'est un nouveau spectacle qui s'appelle Laurent Gérard se met à table, que vous avez rodé dans toute la France et que vous allez jouer à Paris pendant les fêtes de fin d'année. Et ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Alors, j'aime pas le terme rôder. Hein. Rôder ? Ah non, je le rôde pas. C'est un rôde movie, non ? Non, j'aime pas le terme rôder parce que c'est irrespectueux vis-à-vis du public de province, Justement. la province d'où je viens. Donc, j'essaie vraiment. Il y a eu des imperfections au début. Mais le spectacle ressemble vraiment à ce qu'il était. J'ai travaillé beaucoup en amont. C'est-à-dire beaucoup de comme dirait répétitions. Marcel. Ouais. Je sais pas que vous me la fassiez. C'est-à-dire beaucoup de préparation, de répétition. Ouais, mais j'ai la chance de travailler avec les mêmes depuis des années, entre que ce soit les musiciens. Je dis comme c'est un spectacle qui se passe dans un restaurant, j'ai des musiciens 3 étoiles, donc j'ai de la chance. Et puis j'ai une équipe qui me suit depuis des années, ce qui fait que... Qui n'a pas de casserole. Qui n'a pas de casserole, non. Non. Donc j'ai retrouvé vraiment j'ai fait le spectacle que j'avais envie de faire. Donc, Ça fait longtemps que vous aviez envie de revenir sur scène. Oh bah oui. Ça vous manquait. Oh bah oui. Et alors comment est née cette idée de se mettre à table de cette cuisine ? Parce que le décor, c'est une immense cuisine. Le décor, c'est une cuisine, les musiciens sont habillés en chef. C'est avec la reprise des restaurants, j'ai repris des restaurants à Lyon et j'ai un des directeurs le directeur des brasseries, Paul Bocuse, avec qui on est associé, qui m'a dit dis donc, tu vas avoir des trucs à dire, toi, tu peux faire des sketchs avec. C'est vrai que la reprise d'un resto, c'est à la fois passionnant et déroutant. Hein. Et je dis tiens, c'est bien si on veut lier la sauce de mettre un décor de restaurant. Pourquoi avoir repris des restaurants ? Qu'est-ce qui vous a pris ? C'est une envie ? La passion, voilà. La passion, l'envie de partager, et je suis très très heureux quand je suis dans mes restos. Ouais. Oui, On fête les 120 ans de Léon de Lyon, on sauve des restos à une époque où tout est écrit en anglais avec du pokeball et des machins et des trucs qu'on comprend plus rien, ni ce qu'il y a dans l'assiette, ni ce qu'il y a écrit. Je mets un truc vegan menu. Donc je suis content d'avoir sauvé une espèce de tradition française. Oui, parce qu'effectivement, dans le spectacle, il y a cette cuisine, et à un moment, il y a un menu vegan, et ça, Oui. ça fait rire tout le monde. Oui, ça fait rire tout le monde. C'est encourageant. C'est rassurant. Ouais. Alors, d'abord, il faut construire ce décor avec des casseroles, c'est des vraies casseroles de cuisine. Vous avez investi là-dedans. Oui, on a récupéré un peu aussi. Et le restaurant s'appelle Chez Lolo. Oui. Enfin, le mien s'appelle Chez Léon de Lyon, mais bon. Alors justement, Léon de Lyon, c'est né parce que un jour le restaurant allait mal et vous êtes dit, allez, on le sauve. C'est pas qu'il allait mal, c'est que j'ai pas trop le droit d'en parler, mais c'est vrai qu'on a sauvé une institution lyonnaise qui était, c'était important. C'est une maison lyonnaise. Mais et il fallait qu'on reprenne. Il fallait pas qu'il y ait d'assiette carrée avec de la musique, quoi. Exactement, et comme dans d'autres lieux. Et d'ailleurs, je crois que ça avait été le cadre d'un canular de Paul Bocuse. Je sais pas si vous savez, Paul Lacombe avait été l'inventeur de la cervelle de Canu avec une fausse plaque. Oui, exactement. Et on fait la rue Paul Lacombe, ouais. Et on fête les 120 ans cette année. Voilà. Alors, on n'en est pas aux 120 ans du spectacle, mais on en est qu'au début. Et quand on voit sur l'affiche, il y a le symbole des restaurants, c'est-à-dire une nappe à carreaux. C'est pour vous, c'est important. Et un saucisson. C'est important, la nappe à carreaux et le saucisson. Oui, parce que ça fait 35 ans que je suis sur les routes et c'est vrai que c'est toujours rassurant de voir une nappe à carreaux avec un pichet. On en voit encore ? Oui. Dans les routiers, On en voit encore. Il faut se battre, mais on en voit encore. Et vous savez d'où elle vient, cette nappe à carreaux, cette nappe Vichy ? Parce que je me suis un peu renseigné. Le tissu vient de Vichy, était fabriqué au XIVe siècle, et c'est au début du XXe siècle qu'on a mis sur les tabliers de cuisine et sur les nappes, ces nappes à carreaux de Vichy. Il y en a même en Arabie Saoudite qui le mettent sur la tête. C'est autre chose. Alors, bien sûr, le principe, c'est assaisonner ses victimes, car ça, vous ne dérogez pas à la règle. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes, je le redis, mais c'est vrai que il y en a qui dégustent, ouais.
Alors, les victimes, au départ, c'est toujours les mêmes. Il y a les classiques, c'est Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande, les rappeurs, Fabrice Lucchini. Vous avez votre kyrielle de voix que vous adaptez à l'actualité. Ben ouais, je pense que c'est le public qui a envie de les retrouver aussi. Il faut toujours un petit peu de politique. Je dis c'est la cuisine électorale. Oui. C'est la recette du succès aussi. Après, Lucchini, oui, c'est vrai, mais ce sont des personnages emblématiques. Donc, je veux bien faire de nouvelles voix, mais il faut que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, si on ne les connaît pas, c'est des personnages du gouvernement, on va peut-être pas faire rire avec. Voilà. Il y a un extrait, justement, qui est très précis et qui fait rire tout le monde. Ce truc-là, voilà. Emmanuel Macron, c'est le président des riches. C'est pour ça que dans ce menu et au gouvernement, il n'y a que des truffes. En une phrase, vous arrivez à résumer la situation. C'est pas évident, Laurent Gérard. Mais il fallait un maître d'hôtel, donc j'ai dit Sarkozy, il a un peu de temps, et c'est vrai que ça permet de dire que la tête de veau, c'est François Bayrou, qui serait plutôt une langue de veau parce qu'il a la langue râpeuse à force de lécher les culs. Voilà, la cuisine est un prétexte pour dire des vacheries, quoi. Oui, mais justement, ces vacheries, vous ne vous refusez rien. C'est-à-dire, vous allez jusqu'au bout, il n'y a aucun tabou pour vous. C'est le dernier espace de liberté, la scène. Hein. C'est le dernier espace de liberté parce que, voilà, c'est pas repris sur les réseaux de cas sociaux, on est chez nous. Et je pense que le public sait aussi ce qu'il va aller voir. Et en général, vous choisissez un sketch ou une phrase parce qu'elle vous fait rire au départ. Vous êtes le premier à rire de ce que vous dites. Oh oui, il faut que ça me fasse marrer, ouais. Mais c'est de la folie, c'est un gros travail parce que la précision de chaque sketch est étonnante. Aujourd'hui, les humoristes font 15 phrases qui ne veulent rien dire. Vous, en 2 mots, c'est réglé. On ne permettrait pas de dire ça, mais en tout cas, non, on a bossé, hein. On a bossé quand même, mine de rien. C'est des mois de travail pour écrire quelque chose. C'est des mois de travail, mais c'est aussi c'est du doute, c'est effectivement une précision, c'est composer un spectacle avec ce qu'on a. Moi, j'avais pratiquement 3 heures, hein, donc j'ai beaucoup élagué. On a essayé d'aller substantifique moelle, mais bon, d'aller à ça veut pas dire qu'on avait effectivement la science infuse. Mais je le redis, je n'aime pas le terme rodé parce que je voulais qu'on arrive vraiment avec un spectacle qui tenait la route. Oui, et une mise en scène très précise. Chaque geste est préparé, chaque lumière est préparée. Oui, puis François Hollande, par exemple, je le fais entièrement muet. Oui. Mais entièrement. Cette fois, j'ai dit, allez, je prends le pari, je le fais entièrement muet. Et le serveur est sourd-muet, donc il est obligé de décrire ce qu'il va bouffer. Donc vous imaginez un poulet chasseur, ce que ça peut devenir. Oui, et d'ailleurs, le muet est lié à un de vos souvenirs d'enfance. Écoutez. Histoire sans parole, c'était une émission qui a bercé vos jeunes années. Que je regardais avec mon grand-père, oui. Et là, d'ailleurs, récemment, il y avait le Festival Lumière à Lyon et je suis allé voir un ciné-concert avec un film muet. Là, c'était burlesque, mais en l'occurrence, le muet peut aussi ne pas être burlesque. Voilà. C'est-à-dire que vous avez regardé en noir et blanc Max Sennett, Harold Lloyd et tout. Et c'était Solange Peter qui a monté cette émission pour quelques semaines. Elle a duré avec la voiture, elle a duré de 64 à 86. Ah, quand même, oui. 86. Oui. Et cette musique, c'est Jean Wiener, grand compositeur, qui est parti d'un air américain populaire et de Chicken Reel pour bâtir cette musique que toute une génération connaît. Et ça me rendait dingue quand j'étais petit. Il y avait ça et la musique de la piste aux étoiles qui me rendait dingue. Oui, avec Bernard Hilda. Oui, et Bernard Hilda. Gilles Margaritis. Oui, et Roger Lanzac, oui, dont on disait que ses livres seraient publiés dans le livre de poche, vu ce qu'il avait sous les yeux. Alors, il se trouve ça, Histoire sans parole, c'est là, Hollande est né, et bien sûr, il y a la chanson française avec Johnny, à qui vous rendez hommage. Oui, toujours. Ouais, je lui rends hommage à Johnny, parce que je peux pas faire j'aurais pu raconter des anecdotes parce que j'en avais plein avec Johnny, mais j'ai préféré lui rendre hommage avec les musiciens. Et d'ailleurs, le choix des chansons, c'est pas anodin. Ce sont des chansons. Je fais Je joue pas de rock'n'roll et je termine par La Quête de Jacques Brel parce qu'il l'a chanté un jour à la fin des spectacles. Et comme je fais pas Brel dans l'hommage à la fin, je dis je vais le faire par Johnny. C'est vrai que Johnny, vous étiez très lié à lui et qu'il avait beaucoup plus d'humour que certains l'imaginaient. Bien sûr. Vous avez ri avec lui, on a tous ri. Je me suis bien marré avec lui. C'est-à-dire que sous un air très sérieux, il avait la plaisanterie facile. Il aimait beaucoup faire le pitre. Hein.
Moi, je me souviens d'un jour où vous m'avez raconté que vous l'avez appelé et il vous a répondu « Je peux pas te répondre parce que j'étais en scène et j'avais pas mon portable sur scène. Oui. » C'est Parce extraordinaire. que quand je suis sur scène, je coupe mon portable. Alors, il y a aussi les chansons qu'on ne peut plus chanter dans ce spectacle et ça, c'est presque un sauvetage d'un genre qui risque la disparition. Exactement. Bah oui, j'ai voulu montrer que on pourrait plus chanter J'aime les filles, on pourrait plus chanter une chanson de Gainsbourg. On rouvrait les maisons, la chanson de Jeanne, 1965. La première, c'est... enfin, en tout cas, il y a Dutronc, il y a même Lama, femme, quoi. Donc, On ne pourrait plus faire ça. Non, on ne pourrait plus faire Mais ça. ça, Misogynie à part de Brassens. Voilà. Mais ça, c'est aussi quelque chose auquel vous tenez. C'est pas évident aujourd'hui de défendre la chanson française face aux multinationales. Bah, c'est-à-dire que oui, la donne a un petit peu changé, quoi. Donc c'est pas, on pourrait plus chanter ce qu'on a chanté, même Gainsbourg, même. Il y aura un scandale, toutes les 2 secondes. En revanche, on laisse des rappeurs dire des horreurs. Hein, Voilà. Donc c'est assez paradoxal. Mais la tendance peut s'inverser. Ça durera pas. L'avenir nous le dira. Moi, je me souviens, il y a quelques temps, chez Universal, grande maison, il y a une grande réunion de directeurs artistiques et quelqu'un dit on va faire un hommage à Mouloudji. Qui connaît Mouloudji? Silence dans la salle, tous les chefs de produits étaient là. Et il y en a un qui lève le doigt qui fait le métèque. C'est vous dire à quel point il y a du boulot. Chanson de Mouloudji qui est dans le film qu'on a tourné avec Eddie. Exactement. Alors, il se trouve que ce spectacle, c'est presque un défouloir aussi pour vous, Laurent Gérard. Oh bah, ça fait du bien, oui. Et pour le public aussi, on en a besoin. Ouais, la glande à venin, il faut que ça reparte. Ouais. Et là, les premières réactions que vous avez dans ce spectacle à travers la France, toutes les générations sont là. Oui, c'est vrai. J'ai cette chance et puis surtout, je me dis que les gens en ont marre quand même. Le public en a marre d'avoir des minorités qui emmerdent des majorités, quoi. Ils vous le disent à la sortie? Oui. Ouais, je suis content d'ailleurs, parce que je me disais, ah bah tiens, c'est pas qu'on prend des risques, parce qu'on prend moins de risques qu'un chirurgien, ou que, voilà, mais en tout cas, c'est pas l'histoire de prendre des risques, c'est l'histoire de pouvoir dire des choses, mais toujours avec le sourire. Oui, et en disant tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ça, on sait pas, hein. Oh, je pense aussi. Alors, est-ce que ce spectacle va évoluer au fil des mois? Vous êtes au Casino de Paris à partir du 27 novembre jusqu'à la fin de l'année. Vous repartez en tournée ensuite. Est-ce que l'actualité peut faire évoluer le spectacle? Oh bah bien sûr. Puis par exemple, là, j'ai rajouté des trucs sur l'abbé Pierre. Ça fait toujours rire. Ah oui, parce que l'abbé Pierre, c'est devenu, grâce à vous, une vedette de l'imitation. Bah, je le faisais déjà. Hein. Oui. Ce qui est paradoxal, c'est que je le faisais déjà. J'ai retrouvé même un livre de caricature de Cabu où il avait fait carrément un livre sur l'abbé Pierre. Mais là, c'est vrai que je le rajoute. Je dis, je fais un menu là avec Sarko et je dis en hommage à l'abbé Pierre à des religieuses bien fourrées. Il n'y avait pas que la canne qui était raide, donc. Et naturellement, le public, c'est ça. Ah oui, mais ils sont friands de ça. Ils aiment bien quand on rajoute la petite touche sucrée. L'actualité, elle vous fait des cadeaux finalement, Laurent Gérard. Oui. Enfin, c'est pas un cadeau, c'est le gouvernement, parce que c'est ce qu'on disait, mais c'est difficile de faire émerger des voix qui vont faire écho auprès du public. Mais non, l'actualité, oui. Le spectacle est structuré, donc si je me sers de quelques éléments d'actualité, mais sinon j'ai le quotidien à la radio pour ça. Voilà. Et en même temps, on a dit que vous étiez vulgaire, grossier. Moi, je crois que vous êtes gaulois. Tant mieux. Non, mais je viens de la capitale des Gaules. Oui, exactement, oui. Mais c'est vrai que cet esprit gaulois, vous êtes l'un des derniers aujourd'hui à le défendre, ce que quelques-uns de vos prédécesseurs l'ont fait, mais c'est un combat. Je sais pas, ouais. Je suis un peu paillard, un peu grivois, ouais. Et je l'assume. Et vous avez intérêt à l'assumer, et le public l'apprécie d'autant plus. Oui, parce qu'on dit quand même, hein, mais bon, dès qu'on dit une blague de cul, ça fait rire. Hein. Exactement. Et malheureusement, on en dit de moins en moins. Alors ça, c'est donc pour le Casino de Paris. C'est vraiment une salle mythique, effectivement, qui a démarré en 1917, où le jazz est né en 1917. Et vous êtes là pour 2 mois, et après vous repartez en tournée? Je repars un petit peu plus tard, en tournée, oui. Et d'ici là, je sais qu'il y a d'autres dates qui sont prévues. Il y a notamment à Alençon, à Saint-Omer, à Boulazac, à Châteauroux, à Reims, à Troyes. Et puis ensuite, vous repartirez en tournée en 2025. Oui, je repartirai en tournée. Oui. Et l'avenir, c'est l'imitation, c'est la comédie, c'est la radio? C'est d'être encore là.
Et le plus longtemps possible. Non, mais c'est vrai. Ben, je pense que je vais tourner pendant 2 ans et demi. Ça me mènera à mes 60 ans. Oui, et bien vos 3 fois 20 ans. Et, voilà. Et vos 20 ans et 3 fois plus aucune. Merci Laurent Gérard. Donc rendez-vous au Casino de Paris. Jacques. Et puis continuez comme ça, ne changez rien. On a besoin de vous. Bon, c'est gentil, merci. Non, c'est sincère. Passez une bonne journée, une bonne soirée en tout cas. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.